Bienvenue sur La Voix du Livre. Abonnez-vous, likez et commentez pour soutenir la chaîne. Vous pouvez aussi nous aider via le lien dans la description. Bonne écoute. Botchan, épisode 1. Chapitre 1. À cause d'une témérité héréditaire, j'ai toujours joué un jeu perdant depuis mon enfance. Pendant mes jours d'école primaire, je fus cloué au lit environ une semaine après avoir sauté du 2e étage du bâtiment scolaire. Certains pourraient demander pourquoi j'ai commis un acte si téméraire. Il n'y avait pas de raison particulière pour faire une telle chose, sauf qu'il m'arrivait de regarder dans la cour depuis le 2e étage de la nouvelle école, quand un de mes camarades de classe, en plaisantant, me cria « Dis, grand frimeur, je parie que tu n'oses pas sauter de là-haut. Oh, poule mouillée, ah ah !» Alors je sautai. Le concierge de l'école dut me porter sur son dos jusqu'à la maison, et quand mon père me vit, il lança avec dérision « Quel garçon tu fais? Allez te déboîter les os en sautant seulement d'un 2e étage. »« Je ferai attention à ne pas me déboîter la prochaine fois, » répondis-je. Un de mes parents m'offrit un jour un canif. Je le montrai à mes amis, faisant miroiter ses jolies lames contre les rayons du soleil, quand l'un d'eux lança que les lames brillaient bien, mais semblaient plutôt émoussées pour couper. « Plutôt émoussées? Tu vas voir si elles coupent, » rétorquai-je. « Coupe-toi le doigt alors, » me lança-t-il, et avec « le doigt, rien du tout, tu vas voir », je tailladai mon pouce en biais. Heureusement le couteau était petit et l'os du pouce assez dur, donc le pouce est toujours là, mais la cicatrice y restera jusqu'à ma mort. À une vingtaine de pas du bord et de notre jardin, il y avait un potager de taille modeste, montant vers le sud, et au centre duquel se dressait un châtaignier qui m'était plus cher que la vie. En saison des châtaignes mûres, j'avais l'habitude de me faufiler hors de la maison par la porte de derrière tôt le matin pour ramasser les châtaignes tombées pendant la nuit et les manger à l'école. Du côté ouest du potager se trouvait le jardin attenant d'une boutique de prêt sur gage appelée Yamashiroya. Le fils de ce commerçant était un garçon d'environ 13 ou 14 ans nommé Kantaro. Kantaro était, il se trouve, un faible. Néanmoins, il eut la témérité de passer par-dessus la clôture de notre jardin pour voler mes châtaignes. Un certain soir, je me cachai derrière une porte coulissante de la clôture et l'attrapai en flagrant délit. Voyant sa retraite coupée, il s'agrippa à moi désespérément. Il avait environ 2 ans de plus que moi et, bien que faible des jambes, était physiquement le plus fort. Tandis que je le rossais, il poussa sa tête contre ma poitrine, et par hasard elle glissa dans ma manche. Comme cela gênait le libre mouvement de mon bras, j'essayai de le secouer pour le libérer, mais sa tête s'enfonça encore plus profondément, et n'étant plus capable de supporter le combat étouffant, il mordit mon bras nu. Cela faisait mal. Je le maintins fermement contre la clôture, et par une habile torsion du pied, l'envoyai à plat dos sur le sol. Kantaro brisa la clôture et, comme le terrain appartenant à Yamashiroya était environ 6 pieds plus bas que le potager, il tomba tête la première dans son propre territoire avec un bruit sourd. En roulant, il arracha la manche dans laquelle sa tête avait été enveloppée, et mon bras recouvra soudainement sa liberté de mouvement. Cette nuit-là, quand ma mère alla chez Yamashiroya pour présenter des excuses, elle rapporta cette manche. Outre ce qui précède, je fis beaucoup d'autres bêtises. Avec Kaneko d'un atelier de menuisier et Kaku d'une poissonnerie, je dévastai un jour une plantation de carottes d'un certain Mosaku. Les pousses venaient juste de sortir et le terrain était couvert de paille pour assurer leur croissance saine et régulière. Sur cette plantation couverte de paille, nous 3 luttâmes pendant près d'une demi-journée et par conséquent écrasâmes complètement toutes les pousses. Aussi, un jour, je bouchai un puits qui arrosait des rizières appartenant à un certain Furukawa, et il me poursuivit à coups de pied. Le puits était conçu de telle sorte qu'à partir d'un grand poteau de bambou enfoncé profondément dans le sol, l'eau jaillissait et irriguait les rizières. Ignorant à l'époque le côté mécanique de cette méthode d'irrigation, je bourrai le poteau de bambou de pierres et de bâtons, et satisfait que l'eau ne remonte plus, je rentrai chez moi et mangeai mon souper quand Furukawa, rouge de colère, fit irruption dans notre maison avec des protestations hurlantes. Je crois que l'affaire fut réglée en payant les dommages. Père ne m'aimait pas du tout, et mère prenait toujours le parti de mon grand frère.
Ce frère avait le visage pâle et avait un penchant pour jouer le rôle d'une actrice au théâtre. Ce garçon n'arrivera jamais à rien, disait habituellement père quand il me voyait. Il est si téméraire que je m'inquiète pour son avenir. J'entendais souvent mère dire de moi. Exactement, je ne suis jamais arrivé à grand-chose. Je suis exactement tel que vous me voyez. Pas étonnant que mon avenir ait causé de l'anxiété à ma mère. Je vis sans devenir un prisonnier. 2 ou 3 jours avant la mort de ma mère, il me vint à l'idée de faire un saut périlleux dans la cuisine, et je cognai douloureusement mes côtes contre le coin du poêle. Mère fut très en colère contre cela, et me dit de ne plus montrer mon visage, alors j'allais loger chez un parent. Pendant que j'y étais, je reçus la nouvelle que la maladie de ma mère était devenue très grave, et qu'après tous les efforts pour sa guérison, elle était morte. Je rentrai chez moi en pensant que j'aurais dû mieux me comporter si j'avais su que les conditions étaient si graves. Alors ce grand frère de me dénoncer comme manquant de piété filiale et que j'avais causé sa mort prématurée. Mortifié par cela, je lui giflai le visage et là-dessus reçus une bonne réprimande de père. Après la mort de mère, je vécus avec père et frère. Père ne faisait rien et disait toujours « tu ne vaux rien » en me regardant. Ce qu'il entendait par « ne vaut rien », je dois encore le comprendre. Un drôle de père, celui-là. Mon frère était visible en train d'étudier l'anglais avec acharnement, disant qu'il allait devenir homme d'affaires. Il était comme une fille par nature, et si impertinent que nous deux n'étions jamais en bons termes, et devions nous battre environ une fois tous les 10 jours. Quand nous jouâmes une partie d'échecs un jour, il plaça un pion comme attente, une tactique de lâche, celle-là, et eut un bon rire à mes dépens en me voyant dans une situation difficile. Sa manière fut si insupportable cette fois-là que je lançai un pion sur son front qui fut légèrement blessé et saigna. Il raconta tout cela à père qui dit qu'il allait me déshériter. Alors je me considérai comme perdu et m'attendis à être vraiment déshérité. Mais notre bonne Kiyo, qui était avec nous depuis environ 10 ans, intervint en ma faveur et s'excusa en larmes pour moi, et par son appel la colère de père s'adoucit. Je ne le considérais cependant pas comme quelqu'un dont il fallait avoir peur d'une quelconque façon, mais plutôt je me sentais désolé pour notre Kiyo. J'avais entendu dire que Kiyo venait d'une famille décente et aisée, mais étant réduite à la pauvreté au moment de la Restauration, elle dut travailler comme domestique. Donc c'était une vieille femme à présent. Cette vieille femme, par quelle affinité, comme disent les bouddhistes, je ne sais pas, m'aimait beaucoup. Étrange, vraiment, elle était aveuglément attachée à moi, moi dont mère eut un dégoût complet 3 jours avant sa mort, que père considérait comme une proposition des plus aggravantes tout au long de l'année, et que les voisins détestaient cordialement comme le tyran local parmi les jeunes. Je m'étais depuis longtemps résigné au fait que ma nature était loin d'être attrayante pour les autres, et donc ne me souciais pas si j'étais traité comme un morceau de bois. Alors je trouvais inhabituel que Kiyo me dorlote comme ça. Parfois dans la cuisine, quand il n'y avait personne autour, elle me louait en disant que j'étais franc et de bonne composition. Ce qu'elle entendait par là exactement ne m'était pas clair. Si j'étais d'une aussi bonne nature qu'elle disait, j'imaginais que ceux autres que Kiyo devraient m'accorder un meilleur traitement. Alors chaque fois que Kiyo me disait quelque chose dans ce genre, j'avais l'habitude de répondre que je n'aimais pas les compliments passe-partout. Alors elle remarquait « C'est justement la raison pour laquelle je dis que tu es de bonne composition » et me regardait avec une tendresse absorbante. Elle semblait me recréer par sa propre imagination et était fière du fait. Je me sentais même glacé jusqu'à la moelle par son attention constante envers moi. Après que ma mère fut morte, Kiyo m'aima encore plus. Dans mon simple raisonnement, je me demandais pourquoi elle s'était entichée de moi. Parfois je pensais que c'était assez futile de sa part, qu'elle ferait mieux d'arranger ce genre de choses, ce qui était mauvais pour elle. Mais elle m'aimait tout de même. De temps en temps elle achetait, de sa propre poche, des gâteaux ou des friandises pour moi. Quand la nuit était froide, elle achetait secrètement de la poudre de nouilles et apportait à l'improviste du gruau de nouilles chaud à mon lit, ou parfois elle achetait même un bol de nouilles fumantes aux marchands ambulants. Non seulement avec des comestibles, mais elle était généreuse de même avec des chaussettes, des crayons, des cahiers, etc. Et elle me fournit même, cela arriva quelque temps plus tard, environ 3 yens. Je ne lui demandais pas l'argent,
elle l'offrit de sa propre bonne volonté en l'apportant à ma chambre, disant que je pourrais avoir besoin d'un peu d'argent. Cela, bien sûr, m'embarrassa. Mais comme elle était si insistante, je consentis à l'emprunter. J'avoue que j'étais vraiment content de cet argent. Je le mis dans un sac et le portai dans ma poche. Tandis que dans la maison, il m'arriva de laisser tomber le sac dans une fosse d'aisance. Impuissant, je dis à Kiyo comment j'avais perdu l'argent, et aussitôt elle alla chercher un bâton de bambou et dit qu'elle allait le récupérer pour moi. Après un moment, j'entendis un bruit d'éclaboussure d'eau près du puits de notre famille, et y allant, vis Kiyo en train de laver le sac accroché au bout du bâton. J'ouvris le sac et trouvai que la couleur des 3 billets d'un yen était tournée vers un jaune pâle, et les motifs s'estompaient. Kiyo les sécha au feu et me les tendit, demandant si c'était bon. Je les sentis et dis « Ça pue encore, donne-les-moi, je vais les faire changer ». Elle prit ces 3 billets et, je ne sais pas comment elle s'y prit, apporta 3 yens en argent. J'ai oublié maintenant sur quoi je dépensais les 3 yens. Je te les rendrai bientôt, dis-je à l'époque, mais ne le fis pas. Je ne pourrais pas les rendre maintenant même si je le voulais avec 10 fois le montant. Quand Kiyo me donnait quelque chose, elle le faisait toujours quand père et frère étaient sortis. Beaucoup de choses ne me plaisent pas, mais ce que je déteste le plus, c'est le monopole des faveurs derrière le dos de quelqu'un d'autre. Aussi mauvaises que fussent mes relations avec mon frère, je ne me sentais toujours pas justifié d'accepter des bonbons ou des crayons de couleur de Kiyo sans que mon frère le sache. « Pourquoi donnes-tu ces choses seulement à moi et pas à mon frère aussi ?» lui demandai-je un jour, et elle répondit tout à fait détachée que mon frère pouvait être laissé à lui-même puisque son père lui achetait tout. C'était de la partialité. Père était obstiné, mais je suis sûr qu'il n'était pas un homme qui se livrerait au favoritisme. Pour Kiyo, cependant, il pouvait sembler ainsi. Il n'y a pas de doute que Kiyo était aveugle dans la mesure de son indulgence excessive envers moi. On disait qu'elle venait d'une famille aisée, mais la pauvre âme n'était pas éduquée, et on n'y pouvait rien. Tout de même, on ne peut pas dire comment le préjugé peut pousser quelqu'un aux extrêmes. Kiyo semblait tout à fait sûr qu'un jour j'atteindrais une haute position dans la société et deviendrais célèbre. De même, elle était sûre que mon frère, qui passait ses heures à étudier studieusement, n'était bon que pour sa peau blanche, et ne tiendrait pas debout dans l'avenir. Rien ne peut battre une vieille femme pour ce genre de choses, je vous le dis. Elle croyait fermement que celui qu'elle aimait deviendrait célèbre, tandis que celui qu'elle détestait ne le ferait pas. Je n'avais pas à l'époque d'objet particulier dans ma vie. Mais la persistance avec laquelle Kiyo déclarait que je serais un grand homme un jour me fit spéculer moi-même qu'après tout je pourrais en devenir un. Comme cela me semble absurde maintenant quand je me rappelle ces jours-là. Je lui demandai un jour quel genre d'homme je serais, mais elle semblait n'avoir formé aucune idée concrète là-dessus. Seulement elle dit que je vivrais sûrement dans une maison avec un grand hall d'entrée et roulerais en pousse-pousse privé. Et Kiyo semblait avoir décidé pour elle-même de vivre avec moi quand je serais indépendant et occuperais ma propre maison. « S'il vous plaît, laissez-moi vivre avec vous » demanda-t-elle à plusieurs reprises. Sentant quelque peu que je serais éventuellement capable de posséder une maison, je répondis « oui », autant que cette réponse allait. Cette femme, soit dit en passant, était fortement imaginative. Elle me demanda quel quartier je préférais, Kojimachi-ku ou Azabuku, et suggéra que j'aie une balançoire dans notre jardin, qu'une pièce suffise pour le style européen, etc., planifiant tout selon sa propre fantaisie. Je ne me souciais pas alors d'un fétu pour une chose comme une maison, donc ni le style japonais ni le style européen ne me servaient à grand-chose, et je le lui dis. Alors elle me loua comme non avide et pure de cœur. Quoi que je disse, elle avait des louanges pour moi. Je vécus, après la mort de mère, de cette façon pendant 5 ou 6 ans. J'avais des coups de pied de père, des disputes avec frères, et des bonbons et des louanges de Kiyo. Je ne me souciais de rien de plus. Je pensais que c'était assez. J'imaginais que tous les autres garçons menaient à peu près le même genre de vie. Comme Kiyo me disait fréquemment, cependant, que j'étais à plaindre et étais malchanceux, j'imaginais que cela pourrait être ainsi. Il n'y avait rien qui m'inquiétait particulièrement, sauf que père était trop avare avec mon argent de poche, et cela était plutôt dur pour moi. En janvier de la 6e année, après la mort de mère, père mourut d'apoplexie.
En avril de la même année, je diplômais d'une école moyenne, et 2 mois plus tard, mon frère diplômait d'une école de commerce. Bientôt, il obtint un emploi dans la succursale de Kyushu d'une certaine firme et dut y aller, tandis que je devais rester à Tokyo et continuer mes études. Il proposa la vente de notre maison et la réalisation de notre propriété, à quoi je répondis « Comme tu veux ». Je n'avais aucune intention de dépendre de lui de toute façon. Même s'il devait s'occuper de moi, j'étais sûr qu'il commencerait quelque chose qui finirait éventuellement en un désastre, car nous étions enclins à nous quereller au moindre prétexte. C'était parce que pour recevoir sa protection que je devrais m'incliner devant un tel individu, que je résolus que je vivrais par moi-même, même si je devais faire la livraison de lait. Peu de temps après, il envoya chercher un brocanteur et vendit pour une bouchée de pain tous les bibelots qui avaient été transmis depuis des lustres dans notre famille. Notre maison et notre terrain furent vendus par les efforts d'un intermédiaire à une personne riche. Cette transaction sembla avoir rapporté une bonne somme à lui, mais je ne sais rien des détails. Pendant 1 mois avant cela, j'avais logé dans une pension de famille à Kandaku, en attendant une décision quant à mon futur cours. Kiyo fut grandement peinée de voir la maison dans laquelle elle avait vécu tant d'années changer de propriétaire, mais elle était impuissante dans l'affaire. « Si tu étais un peu plus âgé, tu aurais pu hériter de cette maison, remarqua-t-elle un jour sérieusement. Si j'avais pu hériter de la maison en étant un peu plus âgé, j'aurais dû pouvoir hériter de la maison tout de suite. » Elle ne savait rien, et croyait que le manque d'âge seulement m'empêchait d'entrer en possession de la maison. Ainsi je me séparai de mon frère, mais la disposition de Kiyo était une proposition difficile. Mon frère était, bien sûr, incapable de l'emmener avec lui, et il n'y avait aucun danger qu'elle le suive aussi loin que Kyushu, tandis que j'étais dans une petite chambre d'une pension et pourrais avoir à démarrer à tout moment. Il n'y avait pas d'issue, alors je lui demandai si elle avait l'intention de travailler ailleurs. Finalement, elle me répondit définitivement qu'elle irait chez son neveu et attendrait jusqu'à ce que je commence ma propre maison et me marie. Ce neveu était un commis à la cour de justice et étant assez aisé, avait invité Kiyo avant plus d'une fois à venir vivre avec lui, mais Kiyo préférait rester.